Hi, welcome everybody. Peter, do you want to get us started? Yes, and I want to welcome everyone who has joined us, and to welcome everybody. I think, is it good morning? Is it good afternoon? Good evening? All of you, you're most welcome to our webinar today. And we'll be looking at faith leaders and youth reproductive health. And this is a very interesting topic. It looks at the importance of, it recognizes the importance of faith leaders in promoting positive norms for reproductive health, as well as the impact of partnerships and coalitions between the faith community and those that are working in other civil society spaces in bringing positive change within communities. The objectives of this particular webinar today is first to understand the importance of faith leaders to intervene on focusing on changing social norms and reproductive health behaviors and well-being. The other is to understand the different approaches of partnering with the faith leaders, both in process and relationship buildings and understanding. And the last objective is to understand the learnings from partnering with the faith leaders. So we'll be hearing from our panelists who will share their own experiences. We want to encourage you to make sure that you are able to post your questions on a Q&A if you have questions. Also, in case you have any questions as we continue with the webinar, to put in those questions also in the chat in case you are not able to use the function on question and answer. Just to introduce myself, I'm Peter Munene. I work with Faith to Action Network, a global interfaith network that is whose headquarters is based in Nairobi. And once more, I want to say you are most welcome. We'll be having panelists from different countries here in Africa and beyond. And as we always say, we have panelists from Africa and the diaspora. So we'll be listening to Dr. Samuel, we'll be listening to Olivier, we'll be listening to Ari, Mariama, we'll also be listening to Aliou and Awa, and we'll also be listening to Mariam, Hadja, and we are very, very privileged to have all these great panelists who come from both Rwanda, Senegal, Mauritania, and Mali. Otherwise, I think we'll start, and also we have Courtney Silk, who will be starting us off in terms of the importance of faith leaders in promoting positive norms for reproductive health. Courtney? Thank you, Peter. Yeah, I'm delighted to be here. Hello to everyone. It's very flattering to be joining alongside all these wonderful panelists today. Again, my name is Courtney. I work at Georgetown University, and I'll represent the Passages Project, the USAID-funded Passages Project, for a very short framing on the webinar today. We can go to the next slide. So, what is the challenge that we may face in our work? First, we know that social norms, the unspoken rules that govern our behaviors, and in particular, inequitable gender norms, influence what we do and how we do things. They often play a key role in the health trajectories of women and for young people specifically. These norms may constrain family planning use, they may support early marriage or high fertility, among many other behaviors. For social norms to form and be enforced, the reference groups matter, the people who we look to for advice or counsel.
Reference groups may support or condone a behavior. And finally, these groups may be within our faith communities. However, in the global health sphere, there remains a real or perceived opposition to working with faith-based organizations. For example, there are issues around cultural challenges with church teaching, conservative norms around sexuality. That said, faith-based participation has been extensive in health programming, but there exists that evidence base around the diversity of that participation still. Religious leader engagement has been more frequently documented recently, but it's difficult to extract that added value of their participation, though it is vast. Next slide. So, this gives us an opportunity to share more about how to engage and empower faith leaders and faith communities, and to work with faith-based organizations specifically to promote values such as equality and equity, and work with their vast congregational and community networks to transform norms. Next slide. Yeah, great. Okay. So norm shifting interventions. These are opportunities for transformative and equitable partnerships. These are interventions that seek to shift norms for more positive behavioral outcomes or other outcomes, and particularly in global health. So mounting evidence suggests that interventions simultaneously work with men and women, as well as the community structures that produce and enforce social norms. Promoting behavior change within faith communities often begins with identifying religious leaders who have the capacity and the legitimacy to motivate and mobilize these communities. So where faith leaders are adequately engaged and equipped, they can be vital catalysts for addressing social norms to improve health outcomes. In sub-Saharan Africa, faith-based organizations stand out due to their societal role and influence. And these organizations put religious leaders in key positions, and they can then be influential and critical around choices as it relates to health programming. And for this reason, it's really important to understand the potential roles they can play specifically in these community-based norm shifting interventions. And finally, more of a concrete slide here to end my introduction on the next slide. What is the value add of these partnerships? Well, it's wide. With large networks, working within these structures means that we can tap into these vast systems that provide substantial vision and leadership of what the community should be, the existing social and cultural networks that exist, and they remain to be very relevant and powerful in people's lives. So why not work within the large networks that already exist? Secondly, their influence and relevance is very significant. The majority of people in Global South affiliate with a religion, and it's more relevant in their lives than it ever really has been. And finally, especially again, with these community-based norm shifting interventions, we strive for really a mutuality in the partnership, to be more realistic about what the goals are, expectations around timelines, patience about what progress you're able to see, and really what the objectives are. So you need to set those common goals. And working directly with FBOs, you can synergize on their influence and their relevance, and the investment of the health and well-being of their community is already going to be front and center in their mind. So there should be that natural synergy to begin with when you're thinking about global health and the health of their community. So with that very short introduction, I'll turn to our first presentation. I believe it's Dr. Samuel and Olivier. So we welcome Reverend Dr. Samuel. Thank you. Thanks, Peter. This is Olivier Bizimana. Hi, everyone. I'm working for Diop Rwanda. I'm working for TIAF Fund Rwanda, and I'm about to take you through a short presentation of what we do in Rwanda alongside our partners. So let me just introduce briefly what is Masculinity Famille Foi. So Masculinity Famille Foi is a faith-based norm-shifting intervention designed to reduce intimate partner violence and improve health timing and spacing of pregnancies through addressing inequitable gender norms, as it was addressed by Courtney. So MFF was first implemented in Kinshasa, DRC. It was a project for 3 years, and they were partnering with ECC, as you can see it in full, and also
in partnership with Georgetown University Institute for Reproductive Health under the USAID Passages funded project. So following the pilot phase scale-up, opportunities were explored. Especially that's when we had in Rwanda our first workshop in the Great Lakes, and further opportunities were explored, building and adaptation intervention. So that's what we did. So the project was for 1 year, from Jan to May 2021, and we're partnering with 2 specific local partners, which is one association, Mwanukundwa, AMU as an acronym, and Health Development Initiative, HDI. Next slide, please. So this is our intervention model overview. This is how we implemented the journey of MFF, just in summary. And the first entry point is always church, the faith leaders, where we would first target the national leaders, train them alongside local faith leaders. And the next step was to train gender champions. So the pattern was to select both genders for at each step. We would take one faith leader who is female, another one with male. And as well, we would recruit alongside faith leaders, national leaders, gender champions. So their role here was to go next phase, which was very important, was to community dialogues. A journey of 9 weeks where we would, gender champions would conduct or carry out community dialogues where they would target first or newly married couples and first-time parents to go through the community dialogue of 9 weeks. What is very important here is the purpose was that in order even to reach the wider congregation and shift the social norms in the community, they were also organized diffusion activities, such as sharing stories by couples, community mobilization, celebration events, as you can see, supportive summons, calls to action. And what is very important here to note is that in order to build health linkages, we would, at 8 weeks for the community dialogues, we would invite a health worker who would give a short discussion or a talk on family planning, who would then as well distribute referral cards. These referral cards were given to all couples, newly married couples and first-time parents, who could then seek further counseling and method selection to the nearest faith health centers. So that's how we implemented passages in Rwanda alongside AMU and HDI. So this is it in brief. Next slide, please. So mainly these are the pictures for during the trainings and the workshops alongside local leaders. As you can see a female faith leader and a male faith leader. So next slide, please. Thank you so much. So what is next now is to invite Dr. Samuel, and I will be having a dialogue with him shortly. Dr. Samuel, can you hear me? Hello, Dr. Samuel, can you hear me? Hello, I can hear you. Thank you. So our topic today is to see how can we involve faith leaders as great allies, and I'll be asking Dr. Samuel some few questions. Yes, Dr. Samuel. Yes, please. So our first question, let me ask briefly, Dr. Samuel, can you tell us a bit about your work and how you want to be part of MFF project, please?
Thank you so much. Our organization is called Association Mwana Kunwa, which means Beloved Child Association, began shortly after genocide against Tutsi in Rwanda. Families and to facilitate their meaningful inclusion in all aspects of life in the society. We reach to children, their families, in partnership with the 110 local churches in the program called Church Community Transformation in partnership with Diop since 1998. When we talk about children are protected in the family, we link the two things, but we didn't engage a special faith leaders because we anticipated that there will be resistance. That's actually what we do. Thank you so much. So in brief, you can say that, you would, sense some resistance, but MFF was a vehicle that built on existing relationships with yes, for sure. Thank you. For sure. My second question is about what surprised you about partnering with faith leaders on this project, and specifically for family planning. The first time I heard about Passage's project, which is targeted to faith leaders to be engaged in the family planning, there was a strong resistance from faith leaders because they were really silent about family planning, but also there were main teachings and doctrines which are against family planning. But I was surprised how after the training faith leaders, how really they were really glad there was great change. They were really engagement and commitment. Even now they spoke out even more than project staff and continue to do so. Let me kind of give you a short testimony. The first day we had a training, there were just two faith leaders who went out. They go to clinic themselves voluntarily. Also, they went there for information about family planning and methods to address in their own families. Now we're having many cases for faith leaders who are really engaged, who take steps and go for getting information from clinics. Another thing which was surprising me, instead of resistance, we had a big demand from denomination leaders or church leaders on top level who said, now, Hello, I think, Olivier, we seem to have lost Dr. Samuel. Maybe Dr. Samuel? Network issues. Yes. Olivier, because your network seems to be much more stable, if you can just explain the approach. Sure. That would be okay. Thank you. Thank you, Peter. Apologies on behalf of Dr. Samuel. He's experiencing some internet issues. So the second question was about what surprised Dr. Samuel as a country director for AMU, who was implementing this project. So I would say in a nutshell that we saw a drastic change in faith leaders' norm shifting. Not only did they encourage their congregants, but they were the first to go ahead and change, I would say, the environment. They are the first to go for the family planning methods. Not only that, they also encourage their congregants to respond positively for the social norm shifting. So this was a great change which we saw during the implementation of MFF. And surprisingly, here in Rwanda, faith leaders hold a great power in way of living through their sermons and in the interventions in the community. Therefore, once they embarked on this journey, once they are the first to take on this project, there was ownership and their congregants were able to follow so easily because the faith leaders were walking their talk. That was very important.
And the third question was, I was going to ask Dr. Samuel, how do you think made the biggest difference in faith leaders? That was my second, the third question, biggest difference in faith leaders becoming active. One, there was that need of congregation. You would ask me why, because during COVID exposed the vulnerabilities around HGBVs. We had so many HGBV cases skyrocketing during the COVID. So there was also that element of COVID-19, which made crystal clear that we had to address gender issues. Secondly, but as I said, there was that support of faith leaders because congregants were dealing with issues of having large families. And you can imagine during the lockdowns, which all of us experienced for the last 3 years in different corners of the world. Here in Rwanda, we had a different scenario where HGBV cases went high, not only in Rwanda. So there was a need of addressing not only family planning issues, but also issues. So that was the third and the second last question. And the last question was about how do you see faith leaders moving forward? From a tier fund perspective, which I have to say, we always aim at sustainability, and you cannot have sustainability without the ownership of those key stakeholders, which are faith leaders. So first, what we did was we saw faith leaders owning this project. Later on, that's what we saw. As you remember that I said in my introduction, that MFF was only implemented for 1 year, from Jan 2020 to May 2021. So we saw ownership, one, based on experience of CCT. You might ask, what is CCT? So CCT is now, we said in tier fund, we go through church as an entry point. So what we did was, for faith leaders had to build MFF on existing projects, which was CCT. So they would see the need into the existing departments. So now at the moment, the emotional leaders are still engaged. They use our tier fund manuals for pre-marriage counseling, and those who are getting married for counseling as well. So they're also ongoing. At the moment, we had a scale up, and new eight churches embarked on this journey of saying we can have a scale up in new churches. So we saw that great ownership of faith leaders that went beyond the MFF project. After we phased out, up to now, faith leaders are still inviting AMU staff to come over, and gender champions are being used. So to train more gender champions and to hold community dialogues. So thank you so much for listening, and bear with us since we lost Dr. Samuel, Amy, which is the country director for AMU. Thank you. Over to you, Peter. Thank you very much, Olivier. That was a great sharing and apologies for the network participants. We want to welcome Ari and Mariama to speak to us about their own experiences. And they'll be speaking from Senegal, but they are speaking a lot about the region that is within the Sahel region. So Ari and Mariama, please. Ari? Oui, bonjour. Ari, you can go ahead. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc là, je laisse à Maman Hadja faire la présentation et je vais revenir après elle. Bien. Assalamu alaikum. Distingués participants,
Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations des leaders religieux de la République de Guinée, du Sénégal et de la Mauritanie, parce que je suis avec mon frère Aliou. Cet atelier de webinaire que vous venez d'organiser vient à bien nommer, car il nous permet de partager nos idées sur l'un des rôles les plus importants que doit vous faire à travers sa jeunesse et les femmes qui sont aujourd'hui notre avenir commun. En effet, les religieux ont une influence très grande dans la formation des membres de leur communauté. Il s'agit donc de créer un environnement favorable à ces deux couches pour leur éducation, leur santé en général. Et je voudrais pour cela vous parler d'une spécialité de la République de Guinée et certainement du Sénégal parce que nous sommes liés, nous faisons les mêmes activités, nous menons les mêmes activités, même s'il y a une petite différence. Donc, dans le cadre de l'éducation, par exemple, nous renforçons l'éducation civique très tôt par les préceptes religieux qui prônent la paix, l'intégrité et qui est une préservation de la vie humaine. C'est sur ce qu'une loi rendant obligatoire la scolarisation des enfants existe en République de Guinée. Et les religieux tous soutiennent fermement l'application de cette loi. Les religieux de Guinée s'investissent par ailleurs dans la lutte pour le renforcement de l'éducation à travers des sensibilisations pendant les sermons, les homélies et toute autre activité sociale telle que mariage, baptême. Nous saisissons toutes les occasions pour renforcer cette éducation et cette sensibilisation. Concernant toujours la planification familiale, pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile causée par des grossesses trop rapprochées ou non désirées, un groupe de religieux pour la santé, le développement et la paix a été créé en République de Guinée pour soutenir notre gouvernement pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Et au Sénégal, c'est le CRD, le cadre des religieux pour la santé et le développement. Les deux se recoupent et nous menons les mêmes activités en faveur donc de la planification familiale. Les chefs religieux jouent un rôle très important dans l'amélioration de la santé de la reproduction. Ils ont une très grande influence dans la formation des attitudes, des opinions et des comportements des membres de leur communauté. Et aujourd'hui, nous sommes très rassurés parce que les activités que nous menons à travers tout le pays, nous arrivons à organiser, à mobiliser les femmes, les jeunes et voire même les religieux qui nous écoutent avec intérêt, car là, il s'agit de la santé de l'être humain, de leurs enfants et de leurs épouses, voire même eux-mêmes. Donc, nous parcourons les 33 préfectures de la République de Guinée où nous avons eu à expliquer en profondeur avec l'appui des représentants du ministère de la Santé, des représentants des leaders religieux, que nous mobilisons tous autour du groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix, et aussi les jeunes et les leaders traditionnels. Les leaders traditionnels en République de Guinée, c'est un groupe de personnes qui communiquent. Dans les temps passés, c'était les communicateurs officiels. Aujourd'hui, ils se sont organisés en ONG et notre ONG s'est associée à eux pour pouvoir mener la sensibilisation en faveur de la planification familiale, à savoir la santé de la reproduction. Donc,
qu'est-ce que nous faisons en plus? Nous avons mis en place un organe religieux pour l'exécution des projets de planification dans différents pays. Par exemple, en Guinée, nous avons le GRSDP, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, où nous avons le CRSD, le cadre des religieux pour la santé et le développement. Donc, nous communiquons entre nous et avec nos pères religieux, les jeunes, les leaders traditionnels, nous communiquons sur la base de notre connaissance des documents religieux, des valeurs, les pratiques culturelles de notre société, avec des données, des récits de vie, des témoignages de la communauté pour argumenter nos actions. Et que faisons-nous en plus? Nous faisons des publications sur la santé de la reproduction, de la planification familiale et des droits des femmes en islam et dans le christianisme. Et les leaders religieux en République de Guinée ont édité un document avec le soutien de l'UNFPA. Ils ont édité un document parlant rien que de la santé, de la reproduction, de la planification familiale et des droits des femmes en islam. Et nous utilisons donc ce document pour faire nos communications et pour faire nos sensibilisations. Des outils comme les multimédias au Sénégal, dans Sénégal Engage, dans le Sahel Engage, et le GRSDP, donc le CRSD, et les organisations de la Mauritanie et du Mali, nous utilisons les mêmes thèmes et nous engageons la sensibilisation autour de tous ces points bien dits plus haut. Et nous mettons en place des points focaux en République de Guinée, des points focaux pour faciliter la communication et pour créer un environnement plus favorable aux femmes. Nous mettons 50 femmes par préfecture et dans notre pays, nous avons 33 préfectures. 50 femmes qui vont faire du porte à porte. Au lieu de mobiliser les femmes, étant donné que nous vivons une période où la COVID-19 est en train d'agir sur notre santé, donc nous mettons les femmes en point focal pour essayer de sensibiliser au sein des familles. Et chacune a le devoir de sensibiliser au moins 50 familles dans le mois. Et cela nous rapporte de très bons résultats. Nous procédons aussi à la création d'une connexion entre les leaders religieux des différents pays, comme je vous l'ai cité plus haut, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Et cela aussi, nous en bénéficions très largement. À la création d'un dialogue politique entre les jeunes et les décideurs politiques sur les questions de la santé de la reproduction, des mutilations génitales féminines, de l'éducation à la vie familiale. Nous utilisons aussi dans nos communications les radios, que nous appelons ici dans notre pays, les radios rurales, pour diffuser toutes les informations sur la planification familiale. Et nous appelons radio rurale dans chaque contrée, étant donné que chez nous, nous avons 4 régions naturelles. Nous avons une région où on ne parle que le Pulaar, une région où on ne parle que Malinké, une région où on ne parle que Soussou, et une autre région où on parle les langues de la forêt, le Guézé, le Kissi, le Toma. Donc, dans chaque région, nous utilisons une radio rurale pour parler en langue nationale qui est bien comprise, bien exploitée par les habitants de cette contrée. Et cela aussi a très bien marché. Tout cela se fait avec le soutien d'une ONG internationale, le WFDD, qui nous soutient très sérieusement. C'est une ONG américaine et nous les en remercions, nous les félicitons très largement. Nous partageons des messages sur les avantages de l'éducation de la santé par des spots que nous élaborons à notre niveau. Et chaque fin du mois,
Nous élaborons au moins une cinquantaine de spots que nous diffusons à travers tout le pays. Et cela est exploité et les résultats sont très probants. Nous renforçons notre engagement en étendant notre collaboration aux initiatives internationales auxquelles les pays souscrivent, le partenariat de Ouagadougou, le projet SWID, par exemple, à d'autres secteurs comme l'éducation des journalistes. Nous collaborons avec les ministères de l'information pour que nos diffusions puissent passer, avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, qui s'occupe des jeunes, de la situation des jeunes et des femmes, avec le ministère des Mines et de la Géologie, où une grande partie des femmes est là, exploitée et non organisée, et qui ne bénéficient d'aucune formation, d'aucune information sur la santé de la reproduction. Et là, nous y allons avec force, et le GRSDP, le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix, a vraiment bien réussi dans ce domaine et les résultats sont très encourageants. Nous renforçons les relations intergénérationnelles par la compréhension indispensable entre les leaders religieux et la jeunesse. Nous travaillons pour les jeunes, car ce sont eux qui sont les futurs cadres de demain. Nous ne pouvons pas les abandonner et nous sommes sûrs qu'en nous donnant la main entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, où nous sommes organisés au niveau de l'ARAO, nous sommes convaincus que nous allons réussir avec ces projets. Les leaders religieux, avec leur influence dans la communauté, sont responsables à part entière du bien-être de leur communauté. Les jeunes et les femmes sont au cœur de l'épanouissement de la famille. La religion islamique et chrétienne ont une position claire et sans ambiguïté sur le bien-être de la mère, de l'enfant et des jeunes. Elle le soutient. L'espacement des naissances, l'élimination des MGF sont entre autres les moyens d'assurer ce bien-être. L'islam facilite et ne contraint pas. Je voudrais m'en arrêter là et je m'excuse fortement de ne pas avoir fait accompagner cela des photos pour vous faire comprendre mieux nos activités. Cela est dû à la situation que vous connaissez très bien, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en République de Guinée, étant donné que la situation n'est pas tellement stable d'abord, nous sommes en train de nous chercher et nous sommes en train de nous remettre en place pour que notre pays retrouve la paix, pour que nous puissions avoir un peuple qui vit dans l'unité, dans le rassemblement pour un développement durable. Nous prions le Tout-Puissant Allah de nous donner les moyens et la santé pour que nous échangions sur d'autres sujets en faveur de nos communautés. Nous vous remercions très sincèrement, vous les organisateurs, qui nous avez donné l'opportunité de nous exprimer et vous dire ce que nous pensons sur la santé de la reproduction, sur la planification familiale. Que le Tout-Puissant Allah nous accompagne et qu'il nous en donne les moyens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you. Thank you so much, Ari and Mariama, for sharing with us about the interventions that cut across different countries in the Sahel, Mauritania, Guinea, Senegal, and Mali. And that's a good point from where we can now engage with Aliou and Awa to further also share with us about some of the interventions that they have done in Mauritania. Aliou and Awa, you're most welcome. Hello?
as we wait for Aliou to join, maybe Ari has something to say. Ari? Bon, merci beaucoup. J'avais juste voulu augmenter un peu par rapport à l'intervention de Maman Hadja, par rapport surtout au positionnement des jeunes, parce que c'est vraiment une expérience que nous avons développée avec les leaders religieux. C'était très compliqué au début de la processus par rapport à l'outil multimédia que nous avons développé, qui est Sahel Engage, parce que vous savez, la communication entre jeunes et leaders religieux pose toujours problème. Donc, nous sommes perçus comme un peu, disons, des révolutionnaires. Voilà. Donc, il y a vraiment souvent un manque de dialogue entre les jeunes et les leaders religieux. Mais à travers vraiment l'outil que nous avons développé, qui est Sahel Engage, les alliés pour le changement, nous avons pu quand même développer quelque chose, un consensus entre les leaders religieux et les jeunes. Cela quand même nous a permis vraiment de s'exprimer, de donner notre point de vue par rapport à la situation des jeunes sur les questions aujourd'hui de la santé et de la reproduction. Donc, pour dire que vraiment, c'est un atout aujourd'hui majeur, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que dans nos pays aujourd'hui, surtout dans des zones très arriérées, nous avons des leaders religieux qui sont très réticents. Donc, où aujourd'hui, nous, les jeunes, nous avons du mal à faire passer nos messages à travers nos activités que nous organisons quotidiennement, des sensibilisations, à travers les méthodes contraceptives. Donc, il y en a vraiment aujourd'hui qui sont toujours très réticents, mais on espère qu'aujourd'hui, avec les leaders qui nous accompagnent, qui sont conscients aujourd'hui de ces thématiques, que nous allons parvenir à changer les choses. Je vous remercie. Thank you very much, Ari, for that addition. Is Aliou and Awa ready now to share with us? Oui, je suis là. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je m'en vais à mon tour un peu partager l'expérience des organisations de la société civile sur la question d'engagement des leaders religieux par rapport à la santé des jeunes. Je voulais, dès l'entame de mon propos, amener quelques éléments de contexte, c'est-à-dire il y a un engagement dans notre région de plus en plus de nos partenaires techniques et financiers, partenaires de Ouagadougou en 2011, qui est suivi par PF 2020, qui va devenir plus tard PF 2030, mais aussi la résurgence des engagements de AIPJ plus 25, la conférence de Kell plus 25. Particulièrement dans notre pays, en Mauritanie, cet environnement est marqué par une nouvelle loi et de ces décrets d'application sur la santé de la reproduction qui prône la santé de la reproduction pour tout le monde, ainsi qu'un plan d'action national budgétisé de deuxième génération qui couvre la période 2019-2023 avec un engagement accru de financement domestique avec le gouvernement, mais aussi d'un nouveau engagement sur les violences basées sur le genre, la stratégie nationale. Dans notre région ou dans notre espace du partenariat de Ouagadougou qui couvre la Mauritanie et 8 autres pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, nous avons vu aussi dans le cadre notamment du partenariat de Ouagadougou un engagement accru de cadres par rapport aux leaders religieux. Nous avons la RAO, nous avons le cadre des religieux et nous avons aussi des mouvements de jeunes ambassadeurs qui sont créés et d'autres mouvements de jeunes en faveur de la santé sexuelle des adolescents et des jeunes. Nous avons eu aussi l'engagement accru des organisations de la société civile. C'est un enjeu important pour notre région, la population jeune. La Mauritanie, c'est un pays très vaste, pas trop peuplé. On est à 4 millions de personnes selon les projections de l'Office national des statistiques, avec quand même une tendance en 82 pour 100 000 naissances suivantes. Et un taux de mortalité aussi néonatal de 43 pour 1000 selon le recensement de 2013. Et un indice de fécondité aussi de 5,1 enfants par femme. Le taux de prévalence contraceptive, donc pendant la première phase de partenariat de Ouagadougou était
de 15,6%. On est en train d'avancer et on s'est fixé des objectifs assez ambitieux d'avoir 27% à l'horizon 2023 avec le nouveau plan national budgétisé. Mais des besoins non satisfaits demeurent et qui sont liés à beaucoup de facteurs. La fécondité aussi des adolescentes, elle est très importante, elle est de l'ordre de 84%. Le taux de grossesse précoce aussi est important, 21%. Les mariages précoces sont tout aussi importants. Donc, le pays, dans beaucoup de régions, pratique les MGF, les mutilations génitales féminines. Le taux national est de 66%. Donc, notre association des gestionnaires pour le développement avec ses partenaires techniques et financiers ont décidé de travailler encore davantage sur une présentation engage. Donc, il met en avant un dialogue entre les leaders religieux et les jeunes sur justement ces questions des jeunes. Par d'abord la mise en place d'un groupe de travail de 14 membres qui réunit donc différentes parties prenantes, y compris le gouvernement, mais aussi les jeunes eux-mêmes et les leaders religieux, les partenaires techniques et financiers et d'autres acteurs de la société civile. Donc, nous avons facilité la collaboration des cadres religieux avec les jeunes, notamment dans le cadre de notre coalition, dans le cadre du partenariat de Ouagadougou. Beaucoup d'activités de renforcement de capacité de dialogue politique des jeunes, mais aussi la création de cet outil qui est un peu un outil à l'image de Sahel Engage, mais qui prend en considération les spécificités de la Mauritanie, tant au niveau local que national. Et nous sommes conscients que pour nous, les leaders religieux ont aussi une influence certaine sur la santé des jeunes, particulièrement dans notre espace géographique et en Mauritanie en particulier, qui est quand même une république islamique où les leaders religieux sont écoutés partout. Les leaders religieux sont aussi des alliés pour impulser des changements sociaux, parce que malgré les programmes qu'on peut développer, il suffit qu'un leader religieux puisse prôner des arguments contre cela pour que tout s'écoule comme des châteaux de cartes. Les leaders religieux aussi sont porteurs de changements en matière de santé et de population, mais aussi d'engagement politique, parce que c'est un groupe d'individus qui sont très écoutés par nos décideurs politiques et les leaders religieux. Voilà un peu en résumé ce que je voudrais dire. Peut-être que Sedou va intervenir pour des questions ou pour des compléments. Merci beaucoup. Thank you very much, Aliou. But before we can welcome any questions for now, and I still encourage participants to keep writing down the questions under Q&A. I want to welcome Awa. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, merci déjà pour cette opportunité-là. Vous m'entendez? Voilà. Oui. Merci déjà pour cette opportunité de rencontre. Et avant de rebondir par on t'entend. Oui. Donc, j'ai dit merci pour l'opportunité. Avant de répondre sur la présentation d'Aliou par des questions, j'aimerais quand même rappeler le rôle crucial que les journalistes jouent et peuvent davantage jouer justement par rapport à la promotion de la santé reproductive et notamment l'espacement de naissance, un combat qui nous tient à cœur. Et je vais rappeler qu'il faut booster les journalistes pour que davantage ils puissent s'intéresser à cette problématique. Mais je pense que davantage aussi, c'est aux journalistes aussi de pouvoir être curieux. Et ici, en Mauritanie, il y a des journalistes qui sont impliqués sur la question de la santé reproductive. Mais selon mon constat, il n'y en a pas beaucoup. Donc, essayons de booster justement la mobilisation des journalistes autour de cette problématique parce que ce sont des relais d'information, ce sont des diffuseurs d'information qui ont la capacité d'atteindre aussi des imams. Donc, voilà, l'idée, c'est que nous aussi, de notre côté, que les journalistes soient davantage impliqués, puissent s'intéresser, parce que c'est un devoir aussi de pouvoir informer sur l'enjeu de cette
Voilà, donc par rapport à la suite donc, de la présentation de Aliou, et moi j'aimerais savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pour mieux impliquer les leaders religieux par rapport à cette question de la santé reproductive et espacement des naissances en Mauritanie. Qu'est-ce qu'il faut davantage? Aliou, vous m'entendez? Awa, were you posing a question? Oui. Oui, j'ai posé la question. J'ai dit qu'est-ce qu'il faut davantage pour mieux impliquer aujourd'hui les leaders religieux? Oui, pour mieux impliquer les leaders religieux, on peut aussi s'appuyer sur ces mêmes leaders religieux parce que les leaders religieux utilisent des textes sacrés. Nous avons besoin déjà d'avoir un pool de leaders religieux qui sont très au fait des questions sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour que ces mêmes leaders religieux soient nos porte-drapeaux auprès de leur père. La question en Mauritanie, en fait, la Mauritanie islamique, donc tous les et comme j'ai dit, nous ne pouvons s'appuyer que sur ces religieux en poussant aussi des discussions sur ces questions-là. Il faut qu'on puisse échanger pour susciter le débat des acteurs, y compris les leaders religieux, sur ces questions. Ali, aujourd'hui aussi, quand vous rapprochez les jeunes et les femmes, quelles sont les attentes ou les préoccupations qu'ils expriment afin que les leaders religieux puissent davantage se rapprocher d'eux? Je n'ai pas entendu, il me semble que la connexion... J'ai dit que lorsque vous discutez avec les jeunes et les femmes, quelles sont les attentes qu'ils expriment pour qu'il y ait un débat entre eux, un meilleur débat entre eux et les leaders religieux? Aliou? Vous m'entendez? Aliou? Aliou, I think there is a network issue. Awa, if you maybe you can share some more in terms of what you've done when it comes to the journalists reporting on these experiences, that would be very helpful. Oui, effectivement, dans le cadre de mon travail, j'ai eu à faire des productions liées à la santé reproductive. Et c'est une question qui me passionne de plus en plus et qui fait que je suis davantage impliquée là-dessus. J'ai un blog où je parle de plusieurs thématiques, mais de plus en plus, je parle d'espacement des naissances, de la santé reproductive, parce que c'est très important qu'en tant que journaliste, qu'on puisse davantage s'intéresser à cette question-là. Et récemment aussi, j'ai été au Burkina dans le cadre d'un atelier d'orientation des journalistes, justement, pour faire comprendre les journalistes le rôle crucial qu'ils peuvent jouer par rapport à cette thématique très importante. Donc aussi, on est en relation dans la sous-région avec d'autres aussi journalistes qui travaillent sur cette thématique-là. Et je me demande aussi, peut-être plus tard, on pourrait aussi lancer, il y a une coalition peut-être des imams par rapport à la question de la santé reproductive et tout, mais il peut y avoir aussi une coalition de journalistes pour cette thématique-là, pour davantage inciter les journalistes à
s'intéresser à cette thématique parce que ce sont des acteurs aussi très incontournables qui sont à l'écoute des jeunes, des femmes et des imams et qui peuvent relayer l'information très loin. Thank you very much, Awa. Thank you very much, Aliou. I want to request that we listen to the last panelist, and then from there we'll be able to go into the question and answer session. Mariam, if you can kindly share your also experiences in Mali. Merci Peter, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de partager l'expérience de Terukunda Djagoulou par rapport à l'engagement des leaders religieux pour briser les barrières socio-culturelles liées à l'utilisation de l'APF. Next, please. Bon, je continue. Oui. Au fait, l'approche est née dans un contexte où, dans beaucoup de pays en l'Ouest Afrique, malgré des décennies d'investissement, il y a toujours des besoins non satisfaits élevés. Et parmi les grandes raisons, on a les facteurs socio-culturels. Aussi, dans nos communautés, la décision liée à la naissance et à l'utilisation des méthodes de PF est rarement individuelle ou en couple. C'est souvent influencé par les membres des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, c'est les membres de la famille, ça peut être le mari, ça peut être les amis. Et aussi, c'est lié aux normes sociales, y inclut les leaders religieux. Donc, on dit pour faire un changement, il sera très important de se focaliser aussi sur le changement au niveau de ces réseaux et non au changement au niveau individuel seul. Next. Donc, ainsi, avec le financement de l'USAID, pendant 6 ans, on a conçu une approche qui a été expérimentée au Bénin par l'Institut pour la santé de la reproduction en partenariat avec CARE et Plan International. Donc, actuellement, depuis 2017, après la réussite au Bénin, l'approche est mise à échelle au Mali. L'objectif de l'approche Terukunda Djagoulou que nous appelons TIGI est de réduire les besoins non satisfaits en faisant face aux barrières socio-culturelles liées à l'utilisation de l'APF, afin de permettre aux femmes et des hommes désireux d'aller chercher les informations et éventuellement utiliser une méthode de PF. Next, please. Donc, ici, vous avez devant vous le paquet d'intervention de l'approche TIGI, qui est un paquet moins coûteux. C'est une approche qui combine l'approche de réseau social et l'approche de changement social et de comportement. Donc, c'est facile à mettre en œuvre. Au Mali, par exemple, ça a été intégré dans les projets qui étaient déjà en cours d'exécution. Il y avait des projets de nutrition, de développement et d'autonomisation des femmes, etc. Pour cette approche, on amène la communauté à faire des dialogues et réflexions pour catalyser les discussions entre les membres de la communauté sur les barrières liées à l'utilisation de l'APF. Pour ce faire,
Dans un premier temps, on fait une cartographie avec les membres de la communauté pour identifier quelques personnes et groupements influents et socialement connectés dans la communauté. Ensuite, les groupements sélectionnés sont amenés à faire des discussions. Pour cela, ils donnent un membre de leur groupement qui est formé à utiliser les matériels de dialogue qui reflètent vraiment la réalité en lien avec les facteurs socio-culturels liés aux besoins non satisfaits. Cette personne qui anime est appelée le catalyseur. Et ensuite, les membres de la communauté du groupement sont encouragés à diffuser les dialogues et réflexions dans les réseaux sociaux. Ensuite, pour les personnes influentes, ça peut être les leaders religieux, ça peut être des leaders communautaires traditionnels ou même un membre de la communauté comme ça. Donc, ces personnes même identifient des activités en fonction de leur influence qu'elles vont mener pour aider les interventions dans leur communauté. La radio est ensuite utilisée pour toucher plus de villages et avoir un environnement propice par rapport à l'utilisation de la PF. De même, on fait une connexion entre les prestataires de santé, surtout PF, avec les membres de groupement. Pour cela, il y a une campagne que nous appelons Chacun invite 3 qui mobilise la communauté vers les services de santé afin d'avoir des bonnes informations et adopter une méthode de PF efficacement. Pour cela, les leaders religieux sont engagés dans ce processus-là. Par exemple, s'ils sont identifiés par les membres de la communauté en tant que leaders religieux, ils peuvent être engagés comme membres de groupements influents ou on peut même engager un groupement des leaders religieux. Aussi, les leaders religieux peuvent être les catalyseurs, c'est-à-dire la personne qui va utiliser les matériels, c'est des histoires et des cartes d'activité dans les groupements. Next, please. Ainsi, comme vous le constatez, l'approche TJ n'est pas conçue pour mettre un accent particulièrement sur les leaders religieux, mais les leaders religieux peuvent être identifiés et être engagés dans l'intervention. Au Mali, les résultats ont montré que la religion, surtout musulmane, a une grande influence sur les attitudes et comportements envers la PF. Donc, il fallait considérer cet aspect. Et en venant au Mali, on se demandait s'il ne fallait pas adapter l'intervention à ce contexte religieux. Ainsi, nous avons eu à faire des discussions avec le ministère de la Santé et aussi du Centre national de communication de santé. En réfléchissant, on a trouvé que ce n'était pas nécessaire d'adapter ni la stratégie ni les matériels des TJ, vu que ces stratégies prenaient en compte l'engagement des leaders religieux s'ils sont soit dans les groupements influents ou ils sont des leaders religieux. Aussi, les matériels, souvent dans les histoires, on traite les facteurs liés à la religion, mais de façon appropriée. C'est-à-dire, on ne pointe pas du doigt la religion, mais on amène de sorte que les gens puissent discuter de ça sans que ça ne choque. Il n'y a pas eu d'adaptation à ce point. Next, please. Donc, comme vous pouvez constater, les leaders religieux sont engagés. Ils sont engagés comme des acteurs de changement, mais aussi l'effet peut les amener eux aussi à changer d'attitude et de comportement, vu qu'ils vivent dans cette communauté et ces facteurs socio-culturels agissent sur eux aussi dans la communauté. Donc, voici quelques résultats. Dans les communautés, on a pu, comme attendu, identifier les leaders religieux qui ont été engagés dans l'intervention. Comme vous voyez ces témoignages d'une personne influente qui parle d'une situation de conflit de couple où le mari n'était pas d'accord que sa femme utilise une méthode de PF. Mais grâce à l'intervention de l'imam, le mari a accepté et la femme a adopté la méthode de PF. Vous voyez en haut quelques images des cartes
d'histoires qui sont utilisées et ça reflète à cette situation comme d'autres situations dans la communauté par rapport à l'utilisation de l'APF. Next, please. Ici, c'est au cours de l'interview d'un imam qui était une personne influente aussi. Je vais lire. Je suis imam et je n'avais jamais été impliquée dans les activités de PF avant. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais on ne m'avait pas encore sollicité. Avec Tiji, quand on nous a demandé d'aller à une réunion et qu'on nous a choisi comme personne influente, cela a été le début de ma participation. Après la formation de Bala et de Fana, je suis revenue faire le compte-rendu au chef de village et j'ai ainsi commencé le travail. Tout le monde est au courant que l'imam est une personne influente. Donc, je suis reconnue comme telle et les gens se confient à moi pour leurs problèmes. Je pense que cela est un effet positif parce qu'avant cela, les gens venaient me voir seulement pour des questions liées à l'islam et personne n'osait me parler de PF. Comme c'est moi-même qui a commencé à parler de PF, alors de mes prêches, cela rassure mes fidèles de venir me voir. Je sens un grand changement dans ma relation avec mes fidèles grâce à ça. Donc, la relation avec l'imam va au-delà de la religion avec ses fidèles. Next, please. Mariam? Mariam, we can't hear you. If you can kindly summarize with the results. Okay. Is there someone who could possibly assist with just summarizing the results in English, kindly? I think, Peter, let's move on to Q&A and we will share the slides and we can share other resources. Thank you. Thank you so much. So we want to recognize that because of time, we don't have a lot of time to conclude the meeting, but we also want to welcome the questions from the participants and to request the panelists to, as much as possible, respond in very brief if we are responding. But also, in fact, encourage the panelists to answer the questions that are being posted on Q&A directly, if possible. But I want to ask maybe a general question to all our panelists and especially the religious leaders, because there is a question that has been posed even by who is a journalist, and the question that has been posed is related to how one can make religious leaders more active in promoting family planning, in promoting child spacing. And there were some indications from, or some experiences that were shared by Hadja and others. So maybe what we can do is, for most of the religious leaders, I'm going to put the question on chat, but most of the religious leaders, most faith leaders understand the need for birth spacing, but they are still resistant to modern methods of family planning. What can be done to change that particular
resistance, that particular attitude, or that particular reaction by the religious leaders. I hope the question is clear, but I'm going to put it in the chat. Dr. Reverend Samuel, do you have any response to that? Hello? Hadja, Mariama, if you can answer the question. Oui, mais je n'ai pas la traduction. Je n'ai pas eu la traduction en français. Je n'ai pas eu la traduction en français. Oui, mais je n'ai pas la question en français. Mets-moi le français. I hope the person who is doing the French translation can help in translating the question for Hadja, be able to respond. But the question is that most religious leaders understand the need for child spacing, the need for family planning, but they are still resistant. So the question is, what can be done to minimize or reduce this particular resistance? Is there translation? Oui, maintenant j'ai entendu. Je voudrais dire tout simplement qu'à notre niveau ici, le début était très difficile. Nous avons eu les mêmes problèmes. Quand ils n'ont pas voulu accepter la sensibilisation sur le concept de planification familiale. Nous étions obligés de leur donner des exemples des femmes qui mettent les enfants au monde d'une manière très rapprochée. Et on leur a parlé sur le plan de la santé parce que nous nous sommes fait adjoindre d'un responsable du ministère de la Santé, d'un médecin, d'un gynécologue qui leur a expliqué la santé d'une femme, qui met au monde des enfants. Une jeune femme, par exemple, quand elle met un enfant, 6 mois après, elle retombe en grossesse, les conséquences de cela, puisque les cellules ne régénèrent pas en la femme. Donc, elle n'est pas encore en forme pour recevoir un autre fœtus. Le danger que cela pose et à la femme et au nouveau enfant qui va venir, c'est-à-dire le fœtus qui sera là. Donc, quand tout ça a été expliqué par le médecin, les femmes ont effectivement compris parce qu'elles se sont remémorées avoir vu d'autres femmes souffrir, des femmes qui n'ont pas allaité leurs enfants, qui ont mis des enfants au monde d'une manière très rapprochée. Ils se sont rendus compte que ces femmes-là ont beaucoup souffert. En plus de la souffrance de la mère, l'enfant, soit l'enfant n'a pas survécu, soit l'enfant a été handicapé, soit l'enfant, en tout cas, se porte toujours mal. Donc, avec ces expériences-là et les explications données par les médecins, les femmes ont compris que réellement, il faudrait nécessairement qu'il y ait un espacement de naissance. Sans compter que nos arrières, c'est-à-dire les anciens, ont toujours pratiqué
la planification. Parce que si vous vous souvenez bien, très bien, puisque nous sommes tous en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest, nos parents, tous leurs enfants avaient une différence d'âge d'au moins 2 ans. Et ils avaient des pratiques sur le plan religieux à adopter. Il y a ces pratiques-là qui existent et argumentées par le Coran et les hadiths. Cela existe. Donc, ils se sont référés à ça. Nous avons récupéré ces hadiths. Nous avons récupéré toute la documentation que nos leaders religieux détiennent et nous les avons utilisés en spot pour distribuer à travers les quartiers, à travers les préfectures, pour que les docteurs, les médecins qui sont là puissent expliquer aux femmes comment elles doivent se comporter et les conséquences qu'elles subissent en ayant des grossesses rapprochées. Et les femmes elles-mêmes se sont rendues compte que c'est une vérité et que ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas parce qu'on veut les tromper. C'est comme ça que nous avons pu convaincre les femmes d'accepter la planification familiale à notre niveau. Et les pères aussi, parce que ce n'est pas tout que la femme accepte. Il faut que le monsieur, son mari aussi, l'accepte avec elle. Mais ça prend un petit temps pour pouvoir les convaincre avec des exemples concrets en présence des médecins et en présence des leaders religieux avec les versets du Saint-Coran qui s'y ajoutent. Je vous remercie. Thank you very much, Mariama. I want to, and I hope that there is a French speaking available. Maybe since we have heard a lot from West Africa, I could share just very briefly an example from East Africa on what we have done. But I also know that we heard from Rwanda. As Faith to Action Network, we are an interfaith, meaning we have different religions, different denominations present in our network. So what we have done to address the issue of resistance, misinformation about family planning, child spacing, about sexual reproductive health, is actually to develop what we call theological rationale. Theological rationale, where we pick one topic or one issue, and then look at the scriptural basis for support for that particular issue. If, for example, it is the issue of family planning, what is the scriptural basis for supporting or for resisting family planning or child spacing for both Muslims and for both Christians? And those theological rationales have really been very helpful. Those scriptural bases have been very, very helpful. Now, the one issue that is very, very challenging, but is the issue of youth and the sexual reproductive health from both a Christian and a Muslim point of view. How can youth access services? Can youth access information on sexual reproductive health? Can they access services on family planning? Maybe this would also be an important question for Hadja, if you have any experience about whether within the Sahel region, youth have been able to access sexual reproductive health services, family planning services, how that would be very helpful. En ce qui concerne notre pays, il n'y a pas de problème, puisque nous travaillons avec les jeunes. Nous les avons associés au sein du groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix. Donc, toutes les explications données par les religieux, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, que ce soit au niveau du département de la santé, que ce soit au niveau du département de la jeunesse, que nous avons eu à mobiliser tous pour qu'ensemble,
toutes les raisons qui sont évoquées en faveur de la planification familiale soient une idée commune. Donc, c'est ce que nous avons d'abord fait. On a mobilisé tout le monde autour du sujet et toutes les explications données de part et d'autre ont été analysées et comprises par tout le monde. C'est après cela que nous avons dit aux jeunes qui font partie du groupe, alors on vous accompagne pour que vous-même, vous puissiez sensibiliser vos pairs concernant la planification familiale au moment où ils vont accéder au mariage. C'est comme ça que nous avons eu à procéder. Et cela a très bien marché parce qu'ils se sont dit que les jeunes ne peuvent pas se tromper eux-mêmes. Si les leaders, ils pensent que les leaders veulent les tromper, mais ils se sont dit certainement que la jeunesse ne peut pas tromper la jeunesse parce qu'ils vivent les mêmes causes, les mêmes raisons. Voilà comment nous avons eu à procéder et nous avons utilisé tout le monde. Les leaders traditionnels qui ont l'habitude dans nos villes et nos villages d'expliquer, de prôner la raison, d'expliquer tous les problèmes concernant l'être humain, la santé. Nous les avons tous utilisés, donc nous n'avons pas eu de problème à convaincre. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much, Mariama. Any other response from the other panelists? Oui, peut-être je vais contribuer un peu par rapport à la participation des leaders religieux. Je voudrais dire que les leaders religieux aussi sont dans la société et il y a beaucoup de pratiques et de comportements par rapport à cette question qui relève plutôt du social et pas de la religion. Et ces leaders religieux ont besoin d'être sensibilisés. Et il y a un nombre de leaders qui pensent que ce que nous faisons en termes de promotion de la santé sexuelle des jeunes, c'est un agenda donc de l'extérieur. Il faut qu'on puisse lever ce tabou-là en mettant des discours en phase avec l'enseignement religieux qui, en réalité, recommande l'espacement de naissance. Parce que dans la religion musulmane, par exemple, ce qui est contraire, c'est la limitation de naissance. C'est de dire que, voilà, moi, j'ai un nombre limité d'enfants parce qu'il y a une conjoncture. Mais l'espacement de naissance et tout ce qui contribue au bien-être, à la santé de la personne est admis dans cette religion-là. Et il faut, en notre sens, avoir ce discours-là pour établir des liens de confiance entre ce qu'on dit comme discours et ce qu'on pratique, parce que les concepts sont très importants. Et c'est une fois qu'on a sensibilisé, on a renforcé la capacité des leaders religieux sur ces questions d'espacement de naissance, qu'on peut les embarquer dans notre champ en mettant en évidence, en mettant en avant les valeurs ajoutées qu'on a en termes de gains en santé de la mère et en santé des enfants, qu'on pourra véritablement avoir cette implication, j'allais dire, accrue des leaders religieux. Parce que si on ne fait pas ce message-là, on risque d'avoir l'effet contraire de ce qu'on souhaite. On fait ces activités-là pour la santé de la mère, de l'enfant, pour la santé des adolescents et il est question d'espacer de naissance. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental pour avoir une participation accrue des leaders religieux à notre combat. Voilà un peu ce que je voulais, en guise de contribution, dire. Thank you. Thank you very much, Aliou, for that contribution. Yes. Can I say something? Just to echo, Olivier. What other panelists were saying. I totally agree with you. The way we involve faith leaders in family planning also wasn't easy, as also Dr. Samuel had highlighted. But what we did in the first place was also to involve more, I would say, more open churches to come together and challenge the traditional and conservative churches. So we created platforms where
those faith leaders who understood the importance of family planning would come and give discussions and experience, which were very moving because they were, lived experiences. They are not from other congregants. They are their personal experience of the side effect of not having child or health spacing pregnancies. So one, that's what we did. We created platforms of where people would open up based on their experience from faith leaders to challenge those who didn't get it. That was one. And secondly was, those personal experiences, realities of women losing their lives because of not, having family planning. And I totally agree with you, there was resistance in the first place, but we saw a great change once we involved influential commercial leaders who understood the importance to challenge those who didn't get it. That was very important. And secondly was to do with what Peter said, the theological rationale. We also did that. It really helped because in our context, we had to demystify what is believed in the scriptures to say, actually, this is what the scripture says. So we had to undo those misinterpretation and misunderstanding of the scriptures, but as well by contextualizing those scriptures. What is in our culture as Rwanda was very important. For them, it resonated quickly when it was contextualized, those materials. So we developed manuals in Tier Fund, but contextualized in our environment, because that's what they welcomed. Faith leaders welcomed something that was familiar in their context. That was very important as well. But it was all based on scriptures. And also involving, thank you. Yeah. Thank you very much, Olivier. I know we had timed that, we had expected that this webinar would go on for an hour and possibly 15 minutes. I want to thank everyone for being patient with us and the connection issues that have happened. I want to share that we'll be sending out some of the responses that have not maybe been answered through the question and answer when the report of this would be shared. But I want to invite Amu Keita to wrap up, to close for us this particular webinar, and to thank everyone for having been patient with us and having joined this particular discussion. It is very interesting. You've had great experiences all the way from West Africa, the Sahel region, East Africa, and even from the US. Thank you so much. And I want to invite Keita. Merci beaucoup, Peter, et je voudrais me joindre à vous aussi pour remercier l'ensemble des participants qui nous ont rejoints pendant ce webinaire-là et puis les panélistes pour les présentations très, très pertinentes et puis les discussions que nous avons eues. Il y avait eu beaucoup de commentaires aussi dans les chats par les participants qui ont participé, qui ont partagé leurs expériences en fait. Et c'est là en fait l'intérêt de telle rencontre. C'est que des personnes, des acteurs qui interviennent sur la même question, qui ont les mêmes objectifs, puissent se rencontrer à un moment donné pour partager les bonnes pratiques, pour partager les difficultés. Et c'est ce qui aide en fait à mettre en place des solutions innovantes et à aller au-delà de ce que nous avons habituellement comme barrière. Aujourd'hui, la question de l'interconnexion, les questions intergénérationnelles, les discussions intergénérationnelles ont été partagées par les participants. C'était très important parce que les leaders religieux aident aussi à cela, à faire en sorte qu'il y ait vraiment cette communication-là entre parents, enfants, et cette communication aussi entre leaders religieux et leaders communautaires. Parce qu'il y a aussi des pratiques culturelles qui sont positives dans le fait de changer les normes sociales. Et les leaders religieux aident effectivement à cela. Donc, ces questions-là ont été également partagées par d'autres participants ici. Il y a aussi, ici, nous avons beaucoup plus entendu les leaders religieux musulmans du côté de l'islam. Mais il y a aussi cette implication de l'Église catholique, de l'Église protestante, qui aussi œuvre pour les questions de santé et bien-être des jeunes et des enfants.
Donc, il y a cette possibilité également de faire en sorte que les leaders religieux, que ce soit musulmans, que ce soit chrétiens, puissent aussi collaborer pour que dans une communauté où les deux institutions et les deux confessions se rencontrent, cette collaboration puisse être forte, toujours au bénéfice de la communauté. Donc, ça, c'est en fait quelques points de conclusion que moi j'ai retenu particulièrement, que je voudrais partager avec les uns et les autres ici, sachant que nous sommes dans une limite de temps. Je voudrais m'arrêter ici tout en encore une fois remercier tous les participants à ce panel-là. Merci beaucoup, Peter. Thank you very much, Keita. Thank you very much, everyone, for your patience and for participating, the panelists for sharing great experiences from your own countries. Let's continue working for the benefit of the communities that we serve and for the benefit of improving humanity and their welfare. Thank you. Thank you so much. And bye-bye. Au revoir et merci beaucoup à vous. Merci tout le monde. Merci et au revoir.